Organisateur, voilà exactement. Voilà. Bon, il aurait été plus sympa d'avoir un micro avec une petite baffe, mais on vous demande quelques petites secondes, le discours n'est pas long, je crois. On va faire en sorte qu'il ne soit pas long parce que si vous voulez, la seule énergie non renouvelable ici, c'est ma voix. Donc je vais essayer de ne pas trop tirer dessus et de la préserver pour pouvoir encore longtemps inaugurer de belles idées comme celle-là. J'ai à mes côtés Pierre Gosselin, notre député de cette partie de Gentilly en tout cas, hein, puisque Gentilly est découpé en deux, et la présidente de cette association, donc il y a eu cette merveilleuse idée. Alors je suis vraiment très heureuse de participer à l'ouverture de ce gentil jardin. Il porte déjà un nom qui est, on va dire, des plus agréables, évidemment, dans une ville qui s'appelle Gentilly, et dont la devise est « gentil soyez, gentil serai ». Et moi, comme je dis bien souvent, je suis très gentille parce que j'ai toujours affaire à des gens qui le sont dans la vie et dans la ville. Alors, vous savez, on est dans une petite commune aux portes de Paris, on aurait des promoteurs autour de nous qui nous prendraient pour des fous. Et moi, à mon avis, il me viserait particulièrement parce que vous comprenez bien que quand dans cette ville qui vend dans le privé 7 000 €, 8 000 € du mètre carré, donner un terrain aux portes de Paris, mettre à disposition un terrain aux portes de Paris hein, de cette ampleur-là, vous comprenez pourquoi je dis qu'on nous prendrait pour des fous. Et bien qu'on continue à le faire parce que figurez-vous qu'on a, nous, cette conception à Gentilly qui est de développer dans l'espace urbain tout ce qui peut participer de ce paysage de nos communes de banlieue et de cet environnement de nos communes de banlieue et ben, qui, de façon très volontariste, s'inscrit dans nos cités, s'inscrit dans nos quartiers. Et figurez-vous qu'à Gentilly, qui est une petite ville, le maire d'Ivry à côté de moi, donc je vais dire sur 110 hectares, nous en avons 20 hectares qui sont dédiés à travers, et là je ne compte pas évidemment les parcelles privées, 20 hectares d'espace public qui sont dédiés aux parcs, comme le parc départemental, qui sont dédiés aux jardins, qui sont dédiés aux espaces verts. Et ça c'est un choix, parce que pour nous, le végétal est un patrimoine. C'est un patrimoine important et les nombreuses réalisations, dans quelques semaines, je vais vous inviter de façon privilégiée à venir inaugurer la promenade piétonne et cyclable de l'Aqueduc, de la Vanne, du Loing et du Lunin, qui va nous permettre, elle partira du Chaperon Vert, qui était avant une parcelle inaccessible, puisque c'est les eaux de Paris. Hein. Vous voyez, nous, on est traversé par les autoroutes, les canalisations qui amènent l'eau dans Paris et qui, pendant bien des années, ont totalement méprisé les territoires qu'ils traversaient. Alors nous, on reprend le dessus et on a fait de cette promenade, de cette aqueduc, une promenade piétonne et cyclable. Et figurez-vous que de cette promenade, on va pouvoir remonter aux sources de la Bièvre, en passant par la Coulée Verte, Antony, Bagneux, etc. Ce qui sera assez extraordinaire pour des villes et des quartiers qui ont été enclavés et qu'on a comme ça un peu isolés, ne faisant que les traverser sans se soucier de qui y vivait. Et bien ceux qui y vivent, eux, construisent des choses qui permettent d'aller très loin. Et quand je dis que ça permettra de remonter aux sources de la Bièvre, vous comprenez bien que ce terrain appartient, j'ai les pieds dessus. Voilà. Bientôt je ne pourrai plus parce que comme nous travaillons avec l'agglomération du Val-de-Bièvre que je préside à différents endroits comme au Jardin de la Paix à réouvrir la Bièvre, là, si j'étais comme ça dans quelques années, j'aurais les pieds dans l'eau. Donc voilà, c'est ce terrain qui, 700 mètres carrés, c'est quand même pas négligeable, qui sera donc une étape sur le parcours de la Bièvre. Et je crois qu'il va être adopté de plus en plus par les Gentilliens qui vont le voir au quotidien. Et c'est une démarche, et c'est pour ça que nous soutenons pleinement ce genre de démarche. D'abord, parce qu'elle rappelle quand même l'histoire. Et c'est extrêmement important dans les villes, que les villes changent, se transforment, mais qu'elles gardent leurs racines dans l'histoire, parce que ça permet aussi de savoir
où nous allons, et ça permet aussi de respecter ceux qui ont fait cette histoire et ceux qui vivent aujourd'hui, qui ont envie de continuer à vivre aux portes de Paris. Et pourquoi ça a un rapport avec notre histoire? Ça a un rapport avec l'histoire de la banlieue populaire. Ce gentil jardin partagé n'est pas sans faire écho à une longue tradition, celle des jardins ouvriers qui ont parsemé nos banlieues. C'était un acquis du Front populaire dont nous sommes les héritiers et qui défend la belle idée que la terre et ses produits, ça se partage. Et c'est ça que je salue particulièrement dans ce qui est conçu ici. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers évidemment plus urbanisé et le jardin retrouve une vie nouvelle. Vous savez qu'il y a longtemps, les terres de notre commune, qui s'étendaient jusqu'à Paris 13e et qui englobaient Kremlin-Bicêtre, constituaient pour les Parisiens la campagne. C'était des lieux de villégiature, mais ce n'était pas seulement ça. On avait des maraîchers et des fermes. Et figurez-vous que les Parisiens venaient acheter leurs fruits, leurs légumes ici. Bien. Alors aujourd'hui, nous cultivons, mais nous cultivons pour nous. Alors les Parisiens peuvent venir, évidemment, mais vous comprenez bien que dans le sens dans lequel se font aujourd'hui les choses, et c'est pas plus mal. C'est à la fin c'est dans les années 80, avec l'industrialisation et l'urbanisation. Alors c'est pour ça que je dis que ce terrain a quand même pas mal d'histoire, parce que l'industrialisation, si vous voulez, on est exactement à l'emplacement d'une ancienne usine qui s'appelait la SNR, qui fabriquait les téléviseurs, et que Pierre Gosselin me disait avoir connu pas mal la famille, qui était une famille engagée dans la résistance, je crois, la famille Péchanski. Et donc vous voyez que cette usine était à cet endroit-là. Et puis on est encore à côté de la dernière tannerie de Gentilly, qui est le bâtiment que vous voyez en pas très bon état, et donc qui symbolise historiquement les tanneries et les mégisseries qu'il y avait avant les industries le long de la Bièvre, qui sont d'ailleurs les usines, enfin les tanneries ont pollué la Bièvre, et c'est pour ça qu'à un moment donné on l'a canalisé. Et les jardins ouvriers, en fait, remontent à 1890. C'était un prêtre député du Nord qui avait dit qu'il fallait des jardins pour les ouvriers, qui avait été très marqué par les grèves dans les industries du Nord et la situation des ouvriers. Il avait dit qu'il faut absolument mettre des jardins à disposition des ouvriers pour qu'ils puissent sortir de leur habitat parfois bien modeste, et qu'ils puissent aussi se cultiver de la nourriture pour pouvoir manger. Et c'est une tradition qui a un peu disparu dans les années 80, justement avec l'urbanisation. Et aujourd'hui, ça revient. Il faut savoir que toutes les villes de la proche couronne parisienne, à l'endroit où il y avait ce qu'on appelait la zone et les fortifs, c'était des villes industrielles qui ont constitué des jardins ouvriers. Je voudrais particulièrement saluer évidemment une ville comme Ivry qui connaît bien cette histoire des jardins de la sociale, comme on disait à l'époque, parce que la commune en possède depuis 1907. Vous savez ça, toi? Oui, mais surtout après la guerre de 14. Voilà. Surtout après la guerre de 14. Surtout après la guerre de 14. Mais c'est vrai que ça existait avant, et après la guerre, ça a constitué évidemment un bol d'air, en quelque sorte. Voilà. Alors moi, c'est, je dirais, une renaissance qui répond à un besoin, qui sont nos besoins d'aujourd'hui, dans une société où on développe beaucoup l'individualisme, malheureusement, où on développe avec la crise, en tout cas, les familles sont beaucoup en concurrence les unes vis-à-vis des autres. Et puis, on a besoin, à travers ces jardins populaires, finalement, de retrouver ce collectif humain, Madame Egelstein, ce collectif humain qui montre que, quel que soit son quartier, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine ou quel que soit son âge, nous sommes dans des villes, nous avons un destin commun. Il faut vivre ensemble, si je puis dire, alors autant bien vivre ensemble. Et ça, c'est aussi une considération qui me paraît extrêmement importante. Et bien vivre ensemble, c'est aussi parler des enjeux de dire le développement durable de la planète. Moi, bien souvent, je dis le développement ne sera durable que s'il est solidaire. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas laisser
se dégrader une partie de la planète en essayant d'en protéger une toute petite partie, parce qu'à un moment donné on va être rattrapé, la Terre est ronde et donc il faut avoir cette conception-là. Et c'est très intéressant que pratique sociale et pratique écologique se mêlent, se complètent, parce que justement c'est cette complétude qui fait en tout cas l'enjeu du développement durable. Alors je voudrais vraiment saluer cette initiative. Elle est un engagement citoyen absolument remarquable. Madame Egelstein, monsieur et d'autres, Isabelle Leblic, les de la place, enfin toutes ces familles, ont elles-mêmes, à partir du conseil de quartier du centre-ville, ont créé cette association. Nous ont sollicité, Madame Egelstein dira un peu cette histoire, nous ont sollicité pour trouver un lieu qui puisse accueillir un jardin collectif, cultivé ensemble, où les légumes seront partagés. Alors si on a beaucoup de légumes, chacun en emportera un petit panier, et si on n'en a pas beaucoup, on fera une grosse salade et on la mangera sur place, tous ensemble. Voilà. Donc, bravo. Alors, ce lieu de culture, si je puis dire, vient en plus s'installer à côté d'autres lieux de culture, que sont la médiathèque et la maison Doisneau. Et je parle de la maison Doisneau, évidemment parce qu'elle est à côté, mais aussi pour deux choses. D'abord parce que je suis sûre que Doisneau aurait adoré nous surprendre en flagrant délit, si je puis dire, de jardinage et de convivialité, parce que Doisneau adorait ces petits moments humains et populaires, on va dire. Hein. Et puis j'en parle aussi parce que figurez-vous que quand j'étais un peu plus jeune élue, il se trouve qu'au moment où l'usine qui était sur ce site a brûlé, on a vu Robert Doisneau venir prendre des photos, parce que c'était quand même spectaculaire, hein, je peux dire. Alors en plus une usine de composants de téléviseurs qui brûle, vous imaginez. Dans ces périodes où ça brûlait, on se demandait d'ailleurs si c'était accidentel ou si nos friches industrielles finalement n'étaient pas repérées qu'à par quelques promoteurs. Et donc j'avais vu Doisneau. J'étais jeune élue, j'avais été appelée avec mes collègues et avec Carmen Leroy à l'époque parce que c'était un incendie qui avait ravagé, qui avait d'ailleurs été désastreux parce qu'il y avait des ouvriers encore dans cette usine qui ont été mis en chômage technique, et Doisneau était là avec son appareil photo à prendre l'incendie absolument faramineux. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que nous allons la semaine prochaine, et je vous invite à venir fêter le 100e anniversaire de sa naissance, et donc avec des beaux moments de convivialité. Alors voilà donc les quelques mots que je voulais dire. Je voudrais, si vous me le permettez, évidemment aussi remercier Mme Egelstein le travail réalisé par nos services municipaux qui vous ont suivi. Ils ont travaillé à rendre ce terrain possible, si je puis dire. Laetitia Libouton, Anaïs Marcotte, Marc Moranval, les services environnement, nos jardiniers qui étaient ce matin avec le conseil de quartier, et tout ça animé, je ne l'oublie pas parce que Fatah Algoun, dont je dis que Fatah est quelqu'un de pugnace, qui, quand je lui confie une tâche, mais comme mes autres adjoints, va jusqu'au bout pour la réaliser et me tanne jusqu'à ce que ce soit possible. Et ici, il faut vous dire qu'on a quand même pris toutes les précautions, vous voyez, parce que comme c'est un terrain qui a comporté une usine, qui a une histoire, où il y a eu des tanneries, le terrain pouvait être pollué. Or, un terrain pollué ne peut pas être mis à disposition d'activités de jardinage, sinon c'est prendre quand même des risques considérables. Donc nous avons engagé les finances de la commune pour faire les tests et voir. Bon, il se trouve que le terrain n'est pas à quelques pollutions, mais sans danger. Mais parce que nous voulons absolument ne prendre aucun risque, et puis parce qu'il était peut-être plus agréable d'amener de la terre fertile, que la terre un peu difficile qui est là, et ben on est venu vous mettre donc la terre
qui vous permet d'avoir ces petits Ça a jardinets. été Voilà. formidable. Alors je vous laisse la parole, Madame Egelstein. Et en tout cas, merci à vous.